I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Titre. Titre, c'est le podcast qui à chaque épisode vous fait découvrir un roman avec son auteur en l'abordant et en le racontant par son titre. Cette semaine, je suis très heureuse de recevoir Titiou Lecoq. Bonjour Titiou. Bonjour. Titiou, tu es autrice. Tu as notamment publié l'essai littéraire Honoré et moi en 2019 et l'enquête historique à succès Les Grandes Oubliées en 2021. Tes publications sont marquées par ton agilité à mêler l'humour au corrosif. Et si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour ton retour au roman avec le livre Une époque en or, publié aux éditions de l'Iconoclaste. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à toi. Alors, Une époque en or raconte l'histoire de Chloé Berthoul. Chloé est la compagne de Greg, la mère de Raoul et la belle-mère de Colette. Elle est installée à Gaberny, une ville moyenne sans intérêt où elle mène une vie ordinaire, ponctuée par les préoccupations et les questionnements de notre époque. Seule petite folie dans son quotidien, elle se lâche chaque semaine au club des belles-mères anonymes de la ville. Au moment où une dépression commence à faire surface, son quotidien va être bouleversé par la révélation d'un secret de famille. Une époque en or met en scène avec beaucoup de justesse et d'humour les maux de notre époque, comme le réchauffement climatique ou les dérives des réseaux sociaux, mais pas uniquement. Une époque en or, c'est un texte profond qui aborde toujours avec optimisme des questionnements atemporels, comme la façon d'apporter du sens à sa vie ou la place des non-dits dans la construction individuelle. Alors, Titiou Lecoq, pourquoi avoir choisi ce titre, Une époque en or ? Alors, je vais commencer par faire une révélation. Enfin, à chaque fois que je travaille avec des gens sur un livre, je le dis, je suis nulle en titre. Voilà, il faut le dire. Je suis nulle en deux choses, en couverture et en titre. Mais vraiment, les titres, même les titres d'articles, quand j'étais journaliste, c'était une tannée. Je ne comprenais pas comment il fallait faire les titres. Enfin, bon. Et donc, sur le titre, là, je savais, alors comme tous les gens qui sont nuls à quelque chose, je savais ce que je ne voulais pas. C'est les gens qui font que critiquer. Et donc, j'avais dit, je n'ai pas d'idée de titre, mais j'étais allée voir en librairie les titres qui se faisaient. Alors, il y a une espèce en ce moment de mode que j'aime beaucoup, mais de titres à la Nicolas Mathieu. Ça marche très bien. Maintenant, je les repère tout de suite. Je vois genre, ah, toi, tu as voulu faire un titre à la Nicolas Mathieu. Et je voulais un titre à la Nicolas Mathieu. Finalement, je n'ai pas trouvé. Mais j'avais remarqué que pour les romans avec des femmes narratrices, avec des voix féminines, très souvent, il y avait du féminin dans le titre. Féminin singulier, féminin pluriel ou première personne, je. Et donc, je t'ai dit, moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'un titre plus classique et qui fait, en fait, quand le narrateur, c'est un homme, tu mets pas il, ni il au pluriel et t'as pas un titre connoté comme ça. Parce que c'est masculin, donc c'est un peu l'universel. J'ai dit, moi, je veux un titre universel pour ma narratrice. Et donc, il y avait ça comme première chose. Donc, pas un titre au féminin. Et la deuxième, c'est que je savais que je voulais insister sur le côté, ça parle de nos jours et de notre époque. Sur plein de sujets, notamment la crise écologique, etc. Mais je pense qu'on en parlera. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment là, tout de suite, maintenant, comment les gens négocient leur vie au jour le jour dans une époque que je trouve très particulière, où on sait que le monde a beaucoup changé ces dernières années, on sait qu'il va encore énormément changer, et on ne sait pas très bien dans quel sens. Et donc voilà, l'instant présent, c'était vraiment ce qui m'importait. Et après, c'est la maison d'édition, c'est mon éditrice, en l'occurrence, c'est Constance, je crois, Beccaria, ils m'ont fait une liste de propositions de titres. Et dedans, il y avait le Club des belles-mères anonymes, par exemple. J'avais dit, non, ça, je veux pas. Déjà, ça angle trop le roman sur un seul aspect qui n'est pas fondamental. Et puis, c'est au féminin, donc non. Et voilà, et Une époque en or, je crois que c'est le deuxième titre qu'on m'a proposé. Et en fait, on n'en a pas trouvé d'autres de mieux. Je me suis dit, celui-là est parfait, quoi. Il est parfait. Il annonce la couleur. Il annonce la couleur et il y a une espèce de blague sur effectivement le fait qu'elle cherche un trésor et que cette époque n'est pas vraiment en or, quoi. En quoi les personnages sont-ils représentatifs de l'époque ? Alors, ils sont représentatifs de notre époque et de plusieurs époques parce que ce que je n'avais pas du tout fait dans mes autres romans jusqu'à présent, j'ai des personnages d'âge très différents. J'ai
la narratrice, elle a 38 ans, mais elle va se retrouver avec des enfants, donc bien plus jeunes. Son fils a genre 7 ans, il est en classe de CP. Et de l'autre côté, il y a aussi sa grand-mère, à Chloé, donc qui a plus de 90 ans. On ne sait pas très bien quel âge elle a, mais vraiment, elle a l'air proche de la momification. Mais en même temps, elle est très importante et je me disais, je ne veux pas juste qu'elle soit là pour décorer, je veux que ce soit un vrai personnage qui ait une importance dans l'histoire, ce qui est le cas. Et donc, elles sont toutes représentatives aussi d'une époque et par exemple, sur le rapport au féminisme. C'est sûr qu'entre la grand-mère de plus de 90 ans et Chloé, elles ne sont pas d'accord. Et entre Chloé et sa petite sœur, elles sont aussi pas du tout, elles ont l'impression de pas du tout être dans la même génération. Et je pense que ce qui est représentatif de cette époque, c'est justement cette impression d'être chacun un petit îlot et de se dire waouh, c'est très compliqué de comprendre les autres gens avec qui je suis pas forcément d'accord. Et dans le livre, il y a beaucoup de points de vue différents sur des sujets. Il y a même des masculinistes. Au début du livre, il y a une séquence que j'ai beaucoup aimée. Chloé rentre chez elle et il y a la présence de policiers dans sa rue. Il y a donc un attroupement autour de son immeuble. Le voisinage se demande ce qui se passe et il y a le dialogue suivant. Le pharmacien a déboulé en panique, il a demandé « C'est un attentat ?» Quelqu'un a dit que non. C'était un mec qui avait trucidé sa meuf. Une ado a répondu « Alors oui, c'est du terrorisme patriarcal. » Une femme en tenue de running a affirmé « Pas du tout, c'est un règlement de compte entre bandes. » Qu'est-ce que ce dialogue raconte de l'époque ? C'est exactement ce que je te disais sur le côté îlot, etc. Et ça finit, je crois, sur une blague de Chloé qui dit un beau paysage mental de la France à l'heure actuelle. Comment en 15 secondes, on est capable de dérouler toutes les catastrophes qui peuvent arriver. Ça dit nos peurs, ça dit nos obsessions et ça dit un sentiment alors pas d'insécurité au sens où on l'entend souvent en politique, mais vraiment, on a l'impression, maintenant, je pense, que tout peut arriver. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Moi, j'ai grandi dans les années 90. On n'avait pas du tout l'impression que tout pouvait arriver. On a l'impression que tout était écrit à l'avance. C'était la fin de l'histoire. Enfin, voilà. C'était bon, il n'allait plus rien se passer. Et ce sentiment a commencé à prendre fin, évidemment, avec le 11 septembre. Beaucoup plus avec les attentats pour nous en France, avec 2015. Où là, vraiment, je pense que l'histoire est revenue dans nos vies et nous a rattrapés. Et en fait, maintenant, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, la guerre en Ukraine, évidemment, le dérèglement climatique par-dessus, on est, je pense, totalement paumé sur « OK, qu'est-ce qui reste de stable à l'heure actuelle dans nos vies ?» Dans le livre, tu mentionnes également les inégalités entre les hommes et les femmes, et notamment les inégalités dans le temps dédié à la gestion du quotidien, même dans une famille recomposée. Tu écris « Avec le recul, je soupçonne qu'aucun scénariste des années 90 n'avait croisé la route d'une vraie famille recomposée. » Est-ce que tu penses que ces inégalités ont commencé à réellement être prises en compte quand la culture populaire, je pense aux séries, notamment à la télévision, a commencé à les mettre en scène ? Sur les inégalités de tâches ménagères et tout ça ? Les inégalités entre les hommes et les femmes de manière générale ? Les féministes ont quand même travaillé dessus depuis très longtemps. Moi, les premiers écrits que j'ai trouvés où elles parlaient déjà de ça, on est en 1848. Hein. Et donc, ça revient régulièrement comme sujet, avec cette idée, l'intimité politique, etc. Mais dans la culture très populaire ? Dans la culture très populaire, je sais que moi, j'ai été biberonnée, et je pense quand je parle des scénaristes des séries télé, tu vois, je pense à Notre belle famille. Je ne sais pas si les gens voient encore ce que c'est. C'est une espèce de famille recomposée complètement dingue. Ils avaient 15 enfants. Et évidemment, il y avait des conflits, mais à la fin, tout le monde s'embrassait, se faisait un câlin en disant « Ah, c'est merveilleux !» Et donc, il y avait des inégalités, mais en fait, ce n'était pas très grave. Et l'amour par-dessus tout. Et pour avoir travaillé sur le sujet des inégalités, en fait, non, pas l'amour par-dessus tout. Après, dans mon livre, dans le roman, là, je m'étais dit justement, je veux pas que mon héroïne, son sujet, ce soit... c'est pas du tout sa vie amoureuse, son sujet principal. Et ça, c'est vraiment à côté. Elle est très heureuse en couple, elle aime son mec, ils s'aiment, ils se soutiennent. Il n'y a pas de galère de ce côté-là. Pas du tout. Et c'était délibéré de ma part. Je m'étais dit, en fait, qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire maintenant, à l'heure actuelle, avec une héroïne qui ne soit pas un sujet amoureux ou un sujet de elle a survécu à des violences sexuelles ou elle sort d'une relation d'emprise et d'une relation toxique, etc. Je voulais pas être là-dedans du tout. Je dis, OK, alors on raconte quoi comme histoire maintenant ?
Et donc, en fait, il y en avait plein, des histoires à raconter. Mais du coup, je me suis dit, évidemment, en fait, dans sa vie de tous les jours et dans sa chasse au trésor, il y a quand même cette histoire. À un moment, il faut qu'elle aille étendre le linge et Ou chercher les enfants à l'école. Et chercher les enfants à l'école, etc. Et donc, je voulais qu'elle vive cette inégalité sans que ce soit un drame non plus, mais qu'elle soit quand même lucide par rapport à ça. Mais elle n'est pas non plus militante féministe. Donc, elle s'arrange avec, comme à peu près la plupart des femmes le font. Une époque en or aborde aussi le statut de belle-mère. Et là, tu écris « Être beau-parent, c'est le CDD de la maternité. Comment voulez-vous entretenir une relation saine avec un enfant quand vous êtes virable à n'importe quel moment ?» Pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'évoquer la forme d'injustice de ce statut ? Parce qu'on parle beaucoup ces derniers temps de réinventer la famille, etc. Je dis, ouais, mais alors il y a plein de familles qui le font. Hein. C'est 10% des familles, c'est les familles recomposées qui essayent de réinventer. On en parle assez peu finalement. Et en gros, sur mes 2 premiers romans que j'avais écrits, je me suis rendu compte, je le savais très bien quand je les ai faits, mais j'avais des personnages qui n'avaient pas de famille. Voilà, on en tire la conclusion qu'on veut. Et c'était beaucoup sur l'amitié. C'était des histoires d'amitié, comment on rencontre, comment on forge une amitié. Et je savais que mon 3e roman, je voulais parler de relations qu'on ne choisit pas. Et donc, il y a plein de relations qu'on ne choisit pas, évidemment. Voilà, la grand-mère, la mère, etc. Mais je me suis dit, mais en fait, bon, tu peux choisir d'avoir un enfant. Après, tu ne choisis pas le caractère de ton enfant. Ça, c'est un peu la surprise, le Kinder, où tu dis, ah, je ne savais pas que mon enfant serait comme ça. Mais il y a vraiment les enfants que tu ne choisis pas, c'est les beaux enfants. Là, vraiment, ils sont dans le package et c'était pas ta décision particulièrement. Donc, il y avait vraiment ce côté, OK, la relation par excellence que tu choisis pas et qui est déséquilibrée, c'est celle-là. Donc, je trouvais ça super intéressant et je pense que toutes les contradictions qu'on voit dans le rapport entre les beaux-parents et les enfants sont en fait des contradictions de la parentalité, mais portées à l'extrême, quoi. Et 2, est-ce que tu es obligé d'aimer ton enfant ? Alors, c'est plus facile de poser la question de est-ce que tu es obligé d'aimer ton beau enfant, ta belle-fille ou ton beau-fils. Et qu'est-ce que, tu vois, sur les tâches ménagères, par exemple. Alors, on a toujours beaucoup analysé les tâches ménagères, les couples hétérosexuels, les mères, elles en font plus que les pères, etc. D'accord. Mais quand en plus, c'est pour un enfant qui n'est pas le tien, est-ce que c'est pas pire ou est-ce que ça vaut la même chose ? Donc, aller gratter des trucs comme ça, un peu obscurs, dont on n'aime pas trop parler d'habitude, c'était évidemment super. Et je trouve que le roman, c'est la forme qui permet ça, justement. Il y a aussi la question de l'investissement émotionnel à l'égard d'un enfant. Oui, elle se pose la question à un moment, Chloé. Elle se dit, ah, mais en fait, c'est parce que je sais que ça se trouve, si on se sépare avec son père, ma belle-fille, je ne la reverrai plus jamais. Du coup, c'est difficile de lui donner tout mon amour, sachant que ça se trouve, il n'y aura pas un retour sur investissement. Il y a pas, tu vois, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Ça, c'est terrible. Alors, tu as toujours des gens pour te dire, ouais, mais non, mais moi, je connais une histoire. Ils sont restés hyper proches jusqu'à la fin, etc. Bon, ça existe sans doute, mais on a aussi vu d'autres histoires qui étaient moins merveilleuses. Donc ouais, et puis ça pose la question de qu'est-ce qu'on se doit les uns aux autres. Et la famille et la famille recomposée, c'est aussi genre, comment tu fais du vivre ensemble. Qui est le sujet politique, tu vois, de la société, comment tu le fais à l'échelle de la société, mais tu fais déjà comment à l'échelle de chez toi, avec des gens qui sont obligés de vivre ensemble, même s'ils n'en ont pas envie a priori. Il y a aussi un regard sur le mal de notre époque, qui est la dépression, et une dépression souvent liée au fait de se sentir perdu. Chloé s'en ouvre à sa grand-mère, ce à quoi elle lui répond « Vous êtes vraiment une génération de trous du cul pour y gâter ?» Tu crois que nous, on avait le choix d'un travail intéressant. Quel est ton regard sur ce mal et sur les considérations de notre époque qui l'engendrent ? Alors, c'est un sujet, je pense que dans tous mes romans, en fait, il y a cette question qui revient de manière lancinante. Tous mes personnages ont toujours un moment, une crise de dépression, plus ou moins intense. Là, c'est au début du livre. Mais parce que fondamentalement, je me suis toujours posé cette question de qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin ? Alors, qui est une vraie question de dépressif, hein, quand même. Non, mais tu vois, qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever le matin ? Te lever le matin alors que tu n'en as pas envie, je trouve que c'est horrible. C'est une expérience vraiment qui me... Donc, qu'est-ce qui va te donner ça comme envie ? Et c'est une question à la fois existentielle et profondément politique. Et sur pourquoi nous, on se la pose particulièrement, je pense qu'il y a évidemment un système économique qui fait qu'on dit, faut te lever pour aller gagner de l'argent, pour faire un travail qui est, typiquement, Chloé fait un travail qu'elle aime bien, mais qui, en vrai, lui donne pas envie de se lever le matin. Elle est dans la communication.
Et donc, je pense qu'il y a aussi cette idée on fait des boulots pour beaucoup de gens à l'heure actuelle en France qui ne sont pas fondamentaux, qui ne sont pas hyper nécessaires à la vie en général. Et donc, c'est plus difficile de te lever quand tu sais que ça n'a pas de sens, ce que tu fais. Et comment tu te crées du sens du coup ailleurs, quoi. Et qu'est-ce qui va te pousser à ça. Et c'est vraiment sur le début du roman. Alors en plus, je l'ai situé sur ce fameux truc le lundi le plus déprimant de l'année. Oui, c'est le moment où Monday. elle touche le fond. Et j'aime bien qu'on nous dise, tu vois, tous les ans, les médias font des trucs sur le lundi le plus déprimant de l'année en disant vous vous sentez pas bien, c'est normal. Je dis non, vous vous sentez pas bien parce qu'on a des vies qui sont pas terribles, parce que la planète est en train de crever, qu'on fait des boulots qui n'ont aucun sens. C'est peut-être aussi pour ça qu'on se sent pas très bien. C'est pas juste parce que c'est le Blue Monday. Mais d'ailleurs, tu apportes aussi une réponse à comment se sentir bien. Tu dis le sens de la vie, c'est simplement le fait d'avoir tissé des relations humaines, un réseau de connexion avec d'autres personnes qui manqueraient dans le temps et l'espace. Ouais, ça c'est sa révélation à Chloé. C'est ce qu'elle va trouver comme solution pour se lever le matin. Mais parce que je me suis vraiment posé cette question et je crois que c'est la solution la plus simple. Longtemps, j'entendais des scientifiques quand je faisais des recherches qui disaient oui, l'humain est vraiment un être sociable. Et j'étais là, alors moi, pas du tout. Moi, je suis très bien toute seule chez moi. Je ne suis pas du tout... non, ce n'est pas mon truc. Et en fait, avec le temps, et pareil sur la question de les sociétés qu'on peut imaginer avec la crise climatique, etc., il y a plein de gens qui te disent, mais en fait, la survie, elle se fera en collectivité. La survie des milliardaires tout seul, ça ne peut pas fonctionner parce qu'on n'est pas conçu comme ça. Et donc, en vieillissant, je me suis posé cette question, effectivement, le lien avec les autres en ayant des enfants. Le lien avec les autres, en fait, c'est effectivement ce qui fait que tu vas avoir envie de te lever le matin et c'est ce qui fait que tout ce qui existe, c'est le temps présent. Et je pense vraiment que les relations humaines nous ancrent d'une manière saine et à peu près stable. Dans le livre, tu le disais tout à l'heure, il y a 4 générations de femmes qui sont mises en scène. La grand-mère de Chloé lui explique pourquoi elle a pris une décision drastique dans sa vie, que je ne vais pas divulguer ici. Et les raisons qu'elle évoque éclairent sur l'évolution des droits des femmes au cours des dernières décennies. Qu'est-ce que tu as voulu mettre en lumière ici ? Alors évidemment, c'était nourri par les essais que j'ai faits sur les femmes, sur l'histoire des femmes, etc. Il y avait la grand-mère de Chloé, elle se marie dans les années 40, elle est femme mariée dans les années 50. C'était important pour moi d'avoir un personnage vivant qui dise, mais en fait, c'était il n'y a pas si longtemps que ça qu'on n'avait pas plein de droits, qui nous manquait énormément de droits. Et avoir une femme qui a vécu ça et qui en parle, ça me paraissait important qu'on n'ait pas l'impression que c'était au 19e siècle. Ce n'était pas au 19e siècle. Et puis, du coup, c'est un point de vue très différent aussi. Elles ont une discussion un moment sur les violences sexuelles et elles n'ont pas du tout le même point de vue. C'est-à-dire que la grand-mère, elle dit non, les mots victimes, etc. C'est une génération qui dit, mais non, on ne veut pas être des victimes, quoi. Ouais. Elle dit non, ça, ce sont vos mots de petites victimes toujours en train de chouiner. Ouais, voilà. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué, des différences entre générations, où on n'apporte pas du tout les choses de la même manière. Et je comprends pourquoi cette génération-là a eu cette violence à rejeter certains termes comme l'idée de victime, etc. Ouais. Je vois très bien pourquoi, et parce que ça remettait aussi trop de choses en question, je pense, pour elle. Mais ça me paraissait important en ayant travaillé sur les féministes, j'ai vraiment l'impression que c'est une espèce de chaîne à travers le temps, à travers l'histoire française, tu vois, d'être un petit maillon dans cette chaîne. Et donc, je voulais montrer un bout de cette chaîne et montrer comment ça évolue. Et en même temps, finalement, les problèmes sont les mêmes. Parce que entre la grand-mère qui est très vieille et le petit garçon, finalement, ils vont se trouver des points communs bien malgré eux. Donc, les problèmes sont toujours les mêmes. La manière d'en parler va changer. Les mots vont changer. Mais en fait, le vécu ne change pas tant que ça. Et ça, je voulais que mon héroïne ait ce cheminement de se rendre compte de ce qui se passe et se dire, bah oui, la question de comment on peut sauver, comment on peut aider les victimes, elle est toujours d'actualité dans les années 50 et maintenant. Et je reviens justement sur ce que la grand-mère de Chloé lui dit. Elle dit, je le répète, non, ça ce sont vos mots de petite victime quand Chloé parle de viol, toujours en train de chouiner. Est-ce que tu penses que ce qui a pu être un frein pour la prise de parole des femmes de manière générale, c'est la possibilité d'être considérée comme une chouineuse ? Oui, bien sûr. Mais je pense que c'est des stéréotypes qui ont été créés pour ça, pour empêcher la prise de parole.
Il fallait pas être une chouineuse, il fallait pas être effectivement être une victime, ça fait envie à personne. Et moi, j'ai beaucoup écrit à une époque, mais revendiquer le statut de victime, ça demande un courage énorme. C'est hyper courageux et je trouve qu'il faut une certaine force pour admettre qu'on a été victime. Et la plupart des victimes ne reconnaîtront jamais qu'elles ont été victimes. On le sait, la plupart des gens ne parlent pas. Il y a eu MeToo, mais il y a combien de choses qu'on n'a pas dites, on le sait. Donc voilà, il fallait parler de ça et montrer des vécus différents, des manières d'en parler différentes et en même temps la continuité là-dedans. Et il y a aussi, alors donc il y a la grand-mère, il y a la mère de Chloé, qui a encore un autre point de vue par rapport à tout ça, qui est encore une autre génération. Et c'est aussi sur la question du coup de la famille, de se dire en fait ton histoire familiale, est-ce qu'elle t'appartient ? Est-ce que l'histoire de tes parents, elle t'appartient ? Est-ce que c'est la tienne ou pas ? Et mon héroïne finit par se dire bah oui, c'est mon histoire, mais elle a l'impression d'en être exclue. Elle a une petite sœur qui dit moi je ne veux pas de cette histoire. Pas du tout. Moi je pense que je peux me réinventer entièrement et voilà. Que comment chacune aussi négocie avec des traumatismes de famille. Je reviens juste sur le sujet des violences faites aux femmes, parce que le livre questionne d'une manière singulière la propagation des violences faites aux femmes. En fait, le livre met en scène une forme de culpabilité de la part des femmes par le fait qu'elles n'aient pas parlé. Et tu dis, devrait-on pardonner à nos mères et nos grands-mères leurs blessures, la maladresse avec lesquelles elles nous parlaient et peut-être pire encore, la maladresse avec laquelle elles se taisaient. Puis tu ajoutes, ces blessures secrètes, honteuses, bâtissaient des murs entre les femmes. Est-ce que pour toi, il y a une culpabilité ou une responsabilité à l'égard des plus jeunes générations de la part des femmes plus âgées qui se sont tues ? Est-ce que ça a compliqué les choses ? Une responsabilité, je dirais pas ça, parce que je dirais elles ont fait ce qu'elles pouvaient faire. En revanche, je pense qu'il y a une culpabilité. Et je pense qu'il y a aussi, c'était ce qui a été très violent pour certaines femmes avec MeToo, ça a été en fait de se dire, même si elle ne le présentait pas comme ça, elle disait arrêtez avec vos histoires de MeToo, etc. En vrai, c'est parce qu'il y avait une culpabilité de se dire j'ai vécu ça et moi, j'en ai pas parlé, quoi. Et ne pas en parler, finalement, est-ce que c'est pas l'accepter d'une certaine manière ? Il y avait quelque chose de délicat là-dedans dans le discours entre les générations qui était de se dire quand on prend la parole avec MeToo, ce qu'on dénonce ne veut pas dire qu'on dénonce les femmes qui n'ont pas fait comme nous. Pas du tout. Et évidemment, MeToo était plutôt dans on est inclusive et chacune se débrouille comme elle peut avec ses blessures. Mais je sais qu'il y a des femmes pour qui... j'ai trouvé ça très frappant dans le cinéma. Des actrices d'un certain âge qui disaient « Ah, mais non, mais tout va bien, mais arrêtez de vous plaindre, etc. » Et tu sentais que, bah oui, mais en fait... Il y a évidemment des blessures derrière, mais juste c'est impossible pour elle à admettre et du coup, elles deviennent agressives là-dedans. Est-ce qu'il n'y avait pas une inversion de la culpabilité aussi, justement ? Des hommes sur les femmes, par exemple, si là on parle de ça. Oui, bien sûr, ça, c'est le grand classique. Oui, non, bien sûr. Il y a toujours ce moment quand tu as une discussion comme ça sur le féminisme où tu dis « Ah, attendez, on n'a pas parlé des hommes depuis 10 minutes. Ça, c'est terrible. Très rapidement, on s'en éloigne et on oublie. Et on se dit « Ah non, mais en fait, si on revenait quand même... Et donc, typiquement, on va parler des viols et ce que je suis en train de faire, des ressentis de chacune, on va dire « En fait, quand même, le problème, ça reste l'agresseur. » Tout à l'heure, tu évoquais les non-dits. Et justement, le livre propose une réflexion sur les non-dits et sur leurs impacts. Qu'est-ce que tu as voulu raconter de l'acte de taire des choses, notamment au sein d'une famille ? J'ai voulu poser la question de... Alors, c'est taire les choses, ça va encore plus loin, c'est inventer une autre histoire familiale. Mentir. Ouais, mentir. Alors, je me suis fait plaisir parce que le personnage de la grand-mère est prof d'histoire. Donc, évidemment, je voulais avoir une prof d'histoire. C'est important pour moi d'avoir cet aspect-là. Et qui se dit, mais en fait, on invente... en France, on a fait un roman national et les politiques n'arrêtent pas d'utiliser un roman national. Ils nous racontent une histoire sur nous qui est fausse, la plupart du temps. Mais on dit que pour les gens, il faut... Voilà, une nation, elle a besoin de se construire sur des mythes, c'est Romulus et Rémulus, enfin bon. Elle a besoin d'un narratif. Voilà, il faut avoir... Ouais, c'est le grand mot en ce moment, c'est le narratif. On a beaucoup, à un moment, expliqué la victoire de Obama, par exemple, à l'élection, parce qu'il avait une narration à tenir sur d'où il venait, qui est représenté, etc. Et donc, j'ai ce personnage à la grand-mère qui se dit, en fait, on pourrait faire ça à l'échelle d'une famille aussi. Une famille, ça a besoin d'une narration, ça a besoin d'un mythe, d'une histoire. Plutôt qu'avoir une histoire pas ouf, moi, je vais construire une bonne histoire, une histoire que j'ai choisie. Et donc, elle fait exactement ça.
Et c'est ça qui est génial dans un roman, c'est qu'un truc un peu théorique, tu peux le mettre en concret, en te disant, OK, ça donnerait quoi si quelqu'un inventait une histoire familiale? Et elle le fait pour elle ou elle le fait pour... Je crois qu'elle le fait vraiment pour les autres. Je crois qu'elle se dit vraiment, ce sera très bien. Et donc, bon, alors, évidemment, un avis pas partagé par sa petite fille, et qui dit, bah non, en général, la vérité, on trouve que c'est mieux pour les enfants. Mais en vrai, il y a plein de familles, il y a très peu de familles qui pratiquent le vrai régime de vérité. Ne serait-ce que sur les violences sexuelles. Enfin, il y a quand même beaucoup de familles où on ne va pas tout dire, on ne va pas vraiment parler, etc. Est-ce qu'on ment pour protéger? On ment en partie pour protéger, on ment un peu par lâcheté aussi, on ment parce qu'on est mal à l'aise sur certains sujets, parce qu'on n'ose pas en parler. Je ne sais pas, dans une famille, quelqu'un qui a été victime de violences sexuelles n'a pas forcément envie d'en parler. Et si on a été victime, qu'on a des enfants, est-ce qu'on va raconter à ses enfants ce qu'on a vécu ou pas? Tu peux dire, bah ouais, c'est une question, tu vois, et la réponse n'est pas non plus si évidente. Tu n'as pas un impératif moral qui t'obligerait à. Non. Est-ce qu'on menterait pas aussi par manque de courage? C'est ce que je mets avec la lâcheté, oui, effectivement. Il y a clairement un manque de courage. Et puis, il y a eu aussi une idée de se dire, j'ai envie de dépasser ça. Et j'ai envie qu'on passe à autre chose. Et quand tu fondes une famille, en général, tu as souvent des bagages derrière, tu as envie de t'en débarrasser, quoi. Tu n'as pas envie d'emménager dans le nouvel appart avec tes vieilles valises et dire, ah, regarde, tous mes traumas sont là, allez les enfants, on va jouer avec. Genre non, tu as envie de te dire, c'est tout ça est oublié derrière, on n'en parle plus. Ce que je comprends aussi. Mais donc voilà, ça pose toutes ces questions-là. Et ce qui est intéressant, c'est d'en faire des enjeux narratifs, quoi. Et de se dire, OK, avec ça, comment je construis une histoire où on a envie de connaître la suite. Le livre pose également un regard sur le fait d'être enfant et adolescent aujourd'hui. Qu'est-ce que les enfants et les adolescents ont de moins comparé aux générations précédentes dans la manière de vivre leur enfance et leur adolescence? Je pense qu'on a... Alors, il y a un discours qui est vrai, hein, qu'on entend beaucoup ils ont beaucoup moins de liberté qu'avant. Ça, c'est absolument évident, notamment en ville. Tu laisses pas les enfants tout seuls dans la rue, etc. Mais je pense même qu'on a complètement séparé, ça a été étudié par des historiens, la sphère de la vie des enfants et la vie des adultes. Par exemple, au Moyen-Âge, les enfants, ça n'existait pas d'ailleurs, les enfants, c'est des mini-personnes qui étaient complètement dans la vie, intégrées à la vie des adultes de tous les jours. Maintenant, on a vraiment des événements que pour les enfants. Ils sont dans l'espace de l'école, qui est un espace qui leur est réservé. Ils ont des squares qui leur sont réservés, des séances de ciné qui leur sont réservées. Tu vois, je vois le côté très pratique, hein. Mais du coup, t'es coupé de cette sphère-là. Tu vois tes enfants, mais c'est tout. Et il y a un truc un peu étrange finalement. Tu penses que c'est bien ou mauvais ça pour les enfants qui ne soient pas si intégrés dans la société? Je pense qu'ils ne sont pas intégrés dans la société et en plus on a réduit leur liberté spatiale. Et donc au bout d'un moment, il doit y avoir un truc un peu étouffant. Et à un moment, ça avait été étudié aux États-Unis par une chercheuse qui s'était rendue compte que, par exemple, les adolescents qui avaient regardé l'usage des réseaux sociaux par les adolescents, qui avaient dit, mais en fait, techniquement, les adolescents n'ont plus le droit, une adolescente de 13 ans, elle ne sort pas le vendredi soir retrouver ses copines au centre commercial comme ça se faisait il y a quelques années, parce que c'est dangereux, qu'on ne va pas la laisser. Donc, évidemment, pour retrouver ses copines, elle les retrouve de manière virtuelle sur Internet. Et Internet est devenu la rue où ils peuvent traîner ensemble, quoi. Mais aussi parce qu'on les a privés d'un autre espace et que, voilà. Est-ce qu'ils sont privés d'une forme d'insouciance? Je ne sais pas s'ils étaient tellement plus insouciants avant, ça, je ne suis pas certaine. Mais ils sont beaucoup plus fliqués. On les flique, et je me mets dedans. Hein, mais oui, on les surveille d'une manière dingue. Mais ne serait-ce que le système scolaire, les surveille. Nous, à notre époque, on pouvait sécher les cours. Absolument. Voilà. À la limite, à la fin du trimestre, tu avais un truc d'absence et tes parents disaient, tu n'étais pas là à ce cours-là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, maintenant, dans l'heure suivante, les parents peuvent recevoir un texto sur leur téléphone les prévenant que leur enfant n'est pas en classe. Tu vois, même la marge de manœuvre de sécher un cours est quand même super réduite. Une époque en or parle donc de l'époque et de ce qui la caractérise. Il y a la crise climatique, il y a les progrès féministes et il y a aussi la violence des réseaux sociaux. Tu décris dans le roman la vague de haine qui peut s'abattre sur un individu. Cette situation que tu décris, qu'est-ce qu'elle dit précisément de notre époque? Alors, c'est pas juste une vague de haine, c'est vraiment les masculinistes et dans les fractures de la société française. Et c'est quand même un mouvement qu'on voit monter, puis que moi, j'ai eu l'occasion vraiment de voir techniquement monter de plus en plus. De quelle manière?
Le fait d'être une féministe qui parle sur Internet, etc., enfin, tu vois, je les ai vus s'organiser, être de plus en plus présents. Je vois les fake news beaucoup sur les féministes, sur le féminisme qui circulent. Quand je fais des interventions dans les lycées, les gamins de 17 ans me disent « Ah ouais, mais les féministes, elles veulent dominer les hommes, elles veulent réduire les hommes en esclavage. » Ils sont hyper sérieux. Je dis « Mais vous avez vu ça où ?» Et en fait, ils ont lu ça, ils ont vu des vidéos là-dessus. Donc, il y a vraiment des fake news anti-féministes qui circulent. Donc, je voulais parler de ces mouvements masculinistes. Ça me paraissait très important. Je donne une petite précision pour les gens qui nous écoutent. Donc, il y a une vague de haine qui s'abat sur Chloé, qui naît des réseaux sociaux. Mais on se rend compte qu'en fait, quand elle découvre qui est à l'origine de ça, que finalement, c'est pas beaucoup de monde. Et ça raconte aussi quelque chose de notre époque. Ouais, elle se rend compte qu'ils sont très organisés, qu'en fait, oui, mais comme très souvent, hein, tu as 5 types qui arrivent à monter tout un truc. Donc ça m'intéressait, mais parce qu'en plus, je trouvais que ça me servait d'un point de vue narratif, ça amenait un retournement de situation. Elle était déjà une situation qui n'était pas terrible, il fallait que je la fasse creuser plus profond. Donc là, elle était vraiment au fond du trou. Et puis évidemment, il y avait un côté politique de vouloir parler de ça. Et le départ, une des idées que j'avais eues, c'était dans mon quartier, il y a beaucoup de collages féministes faits par les jeunes féministes. Et à un moment, ils ont commencé à être grattés par des hommes. Mais alors, les collages étaient genre violer, c'est pas bien. Et il y a des gens que ça rendait fou et qui grattaient pour arracher ça. Je dis, mais qui sont ces gens qu'un message comme il faut pas tuer une femme et violer, c'est pas bien, agace au point de revenir la nuit pour arracher ce message-là. Là, ça dit quand même quelque chose sur notre société aussi. Donc ça, je voulais que ça apparaisse. Tu veux dire le clivage ? Ouais, le clivage et cette espèce de haine. Il y a une haine des femmes aussi qui monte chez certaines personnes. Et est-ce que les réseaux sociaux sont pas aussi maintenant, malheureusement, des lieux de haine ? Oui, c'est une vaste question compliquée, mais les algorithmes valorisent ça. Enfin, c'est aussi que l'algo est fait de manière à ce que plus c'est virulent, plus ça provoque de réactions, plus ça va être mis en avant. Donc, on le sait, tu vois, sur X, ex-Twitter, comme disent les journalistes, on sait qu'il y a une prime à ça. Est-ce que tu vois de la lumière dans notre époque, des perspectives ? Écoute, quand on me pose la question comme ça, j'ai pas l'impression. Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que mon livre, qui est pas hyper gay, enfin qui parle de manière drôle de sujets pas drôles, mais qu'il y avait un truc de réconciliation en fait quand même à la fin. Oui, il y a beaucoup d'optimisme dans le texte. Et alors que j'ai mis un peu malgré moi, tu vois. Donc ça veut dire que quelque part t'y crois peut-être. En tout cas, je pense que je crois que le côté réconciliation est sur le lien humain et effectivement ce qu'on peut réussir à construire. Et donc ça, j'y crois effectivement malgré tout. Après, si je te fais pas des pronostics sur l'état de la France dans 10 ans, parce que je ne serais pas hyper optimiste. Comment on sait qu'on est passé d'une époque à une autre ? Ça, c'est une super question. Moi, je te dis, je pense que je l'ai vraiment senti autour de 2015. Parce que vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, OK, donc c'est pas le temps de l'insouciance, mais Simone de Beauvoir, elle raconte dans ses mémoires comment elle vit tout l'avant Deuxième Guerre mondiale. Elle n'est pas du tout politisée avec Sartre. Ils s'intéressent qu'à la littérature. Enfin bon, vraiment la politique, l'actualité, c'est pas leur truc. Et puis la Deuxième Guerre mondiale commence et en fait, elle explique comment l'histoire avec un grand H lui tombe dessus et change sa vie. Et elle qui n'avait jamais voté, par exemple, se dit brusquement, ah ouais, en fait, c'est pas parce que je vote pas que je vais pas être rattrapée par ce qui se passe. Et donc, elle se dit, quitte à être rattrapée par ce qui se passe, il faut prendre une part politique là-dedans. Et donc, ils vont devenir des écrivains engagés à ce moment-là. Et j'ai eu ce truc où je me suis dit, en 2015, je me suis dit, j'ai l'impression que l'histoire vient de nous rattraper. Que, tu vois, on savait qu'il se passait des choses en Syrie et on se disait, oui, ça ne nous concerne pas trop. Et un jour, tu comprends que ce qui se passe en Syrie, ça a une répercussion directe sur ce qui se passe chez toi. Et donc là, il y a quelque chose qui s'est joué, genre, sur plein de choses, en tout cas pour ma génération. Dans le roman, Chloé pose la question suivante. Est-ce que parfois, on réussissait vraiment à sauver les gens ? Est-ce qu'au bout du compte, les victimes ne devaient pas toujours se débrouiller seules ? Alors, c'est optimiste ou c'est pas optimiste ? Une des questions fondamentales du livre en sous-texte, c'est effectivement,
est-ce qu'on n'arrive pas trop tard toujours pour les victimes? Et même derrière, qui est comment tu mènes une vie quand tu sais que personne viendra te sauver? Et ça, je trouve, c'est une vraie question compliquée. Parce que quand t'es petit, la promesse, tu vois, que te font tes parents, c'est qu'ils seront là pour te protéger et qu'il t'arrivera rien de mal. Et c'est pas vrai. Cette promesse n'est pas tenue. Et comment tu grandis avec ça? Et quand on est adulte? Et bien justement, quand on est adulte, je pense que c'est compliqué et de se construire en se disant, en fait, quelqu'un ne sera pas toujours là pour me sauver. Moi, j'ai une amie de lycée, par exemple, qui s'est retrouvée SDF. Et ça a été un vrai choc de me dire, en fait, à un moment, tu n'as plus de filet de sécurité. C'est possible. Tu vois, c'est possible qu'il n'y ait pas quelqu'un pour te rattraper derrière. Et après, je pense que quand tu es adulte, se pose aussi la question une fois que tu as pris conscience de ça et que tu as des enfants, tu te dis, oui, mais moi, je veux les protéger. Mais tout en sachant, en fait, ça se trouve, je n'y arriverai pas. Et il y a un moment, voilà. Comment tu arrives à protéger, à laisser vivre, à tenir ta promesse ou pas? Pour terminer, 2 questions. La première, est-ce que tu peux me donner le titre d'une chanson qui pourrait être la bande originale du livre? Alors, tu sais que dans mon premier roman, Les Morues, à chaque chapitre, il y avait une playlist. J'avais mis, je crois qu'il y avait 3 titres par chapitre. Et là, ça serait quoi? Du coup, j'ai les chansons du premier roman qui reviennent. Il n'y en a pas une qui marche? Putain, c'est dur. C'est trop dur. Attends, prends ton temps. Qu'est-ce que j'avais mis à l'époque? Je crois que le final, c'était Otis Redding que j'avais mis en dernière chanson. Mais parce que je trouvais que sur la tonalité, c'est Dock of the Bay. Et en fait, je trouve qu'elle a un truc... les paroles sont pas très joyeuses et en même temps, elle a un truc de réconciliation. Donc, je vais la reprendre. Je vais reprendre celle-là. Ok. Otis Redding. Dock of the Bay. Pour finir, un titre d'ouvrage qui t'a marqué de manière Whatever, whenever. Exactement. Ça peut être il y a 3 jours ou il y a 10 ans. Waouh. Mais je fais toujours la même réponse. Donc, à un moment, c'est... Je la connais pas. C'est vrai? Ouais. Les mémoires d'une jeune fille érangée de Simone de Beauvoir. Et voilà. On prend. Très bien. Merci beaucoup, Titu Lecoq, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que ton roman Une époque en or est publié aux éditions de l'Iconoclaste. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.